Et si le football était définitivement devenu un jouet pour milliardaires en manque de sensations fortes? Les exemples d'investissements ratés où des fortunes se font un petit plaisir pour des résultats sportifs extrêmement décevants ne manquent pas. Je pense notamment au Glazer à Manchester United, à Nasser Al-Thani avec Malaga, et puis même chez nous, dans une moindre mesure en termes de richesse, on a eu Bordeaux qui est en pleine faillite, et puis on a Lyon sous Textor qui batifole, on ne sait pas trop comment ça se passe au niveau de leurs multiples endettements. Alors la fatalité s'abattrait-elle toujours sur ces histoires et sur ces clubs? Eh bien, c'est pas si sûr, parce que le cas de Sunderland et de son propriétaire, milliardaire, âgé de seulement 23 ans, pourrait bien nous prouver le contraire en déjouant tous les pronostics. Mais avant de se plonger dans l'histoire de ce milliardaire, il faut comprendre l'ampleur de la renaissance de Sunderland et il faut replonger dans les abysses de la chute de ce club. Une chute si brutale, si profonde qu'elle a marqué au fer rouge l'âme d'une ville entière et ébranlé les fondations d'un club historique. Parce que c'est pas juste une histoire de défaite, c'est le récit d'une lente agonie, d'espoir déçu et d'une identité perdue que je vais partager avec vous. L'onde de choc initiale, elle avait frappé en 2017, il y a déjà 8 ans à peu près. Sunderland, alors pensionnaire de la fameuse Première Ligue, le championnat le plus regardé au monde, est relégué. Et pour les fidèles du Stadium of Light, habitués aux joutes contre Manchester United, contre Liverpool, contre Arsenal, c'était une première gifle. Mais le pire était encore à venir. Parce que loin de provoquer un électrochoc salutaire, cette relégation au Championship n'a été que la première étape d'une descente aux enfers. Un an plus tard, en 2018, le couperet tombe à nouveau. Une nouvelle saison sans joie, sans saveur, et Sunderland va subir une deuxième relégation consécutive. Le club, autrefois fier combattant de l'élite, qui jouait principalement pour le maintien, se retrouve alors en Ligue 1, la troisième division anglaise. Et pour beaucoup, c'était l'humiliation de trop. Et depuis, les années ont été jalonnées de ce qu'on pourrait appeler par un euphémisme, un vaste euphémisme, des moments difficiles pour décrire la douleur et la honte ressentie. Imaginez, le club a perdu 5-1 sur le terrain de Rotterdam United, je sais même pas où est ce club. Ils ont été écrasés 6-0 par Bolton, qui est aussi un autre club qui était autrefois pensionnaire de la Première Ligue. Et ces défaites, elles n'étaient pas de simples revers sportifs, elles étaient des cicatrices béantes, des symboles de l'impuissance d'une équipe à la dérive. Et comment aurait-il pu en être autrement avec une telle instabilité à la tête du club? Le banc de touche du Stadium of Light, c'était devenu un véritable siège éjectable. On a eu pas moins de 7 entraîneurs qui se sont succédés en autant d'années, 7 visions différentes, 7 tentatives avortées de redresser la barre, illustrant une absence criante de stratégie à long terme et une direction qui naviguait vraiment à vue. Alors comment construire quoi que ce soit de solide sur des bases aussi mouvantes? Eh bien l'impact sur les fans, qui sont le cœur battant de Sunderland, il fut dévastateur parce que leur passion, leur loyauté indéfectible ont été mises à rude épreuve. Et la série documentaire Netflix, Sunderland Till I Die, a capturé cette période avec une authenticité assez poignante et je vous conseille de regarder cette série puisque le monde entier a découvert non seulement la ferveur unique des supporters de Sunderland, mais aussi les coulisses d'un club en crise, parfois plombé par une gestion pour le moins discutable sous l'ère de Stewart Donald. Et les espoirs démesurés suscités par son arrivée en 2018, ses promesses d'un avenir radieux se sont heurtés à une réalité financière complexe où il est apparu que son consortium avait même utilisé les paiements de parachute du club pour financer son rachat. Alors la confiance à ce moment-là, elle était totalement brisée. Et l'image d'un club, autrefois respecté, était sérieusement ternie. Sunderland n'était plus seulement un club en difficulté sportive, il devenait une sorte de plaisanterie tragique, un exemple aussi de mauvaise gestion. Au-delà du sportif, on s'attaquait même aux financiers. Et la fierté d'une communauté ouvrière, puisque c'est encore dans cet esprit-là que vivent les clubs anglais aussi, comme ça peut être le cas à Lens en France ou à Saint-Étienne, eh ben, pour ce club, la fierté, la fierté de la communauté ouvrière, pour qui le club est bien plus qu'une simple équipe de foot, elle était totalement bafouée. Et le fond semblait sans fin pour le club de Sunderland. La relégation en Ligue 1 n'était pas un accident de parcours rapidement corrigé, puisque Sunderland s'y est enlisé pendant 4 saisons, pas moins, 4 longues et interminables saisons en troisième division pour un club de cette stature, avec une histoire qui reste quand même honorable, et avec un stade qui fait pas moins de 50 000 places. C'était tout simplement impensable, c'était une anomalie douloureuse qui se prolongeait année après année.
Et les défaites contre des équipes de très bas de tableau, hein, comme Gillingham, comme Lincoln City, bah, sans leur manquer de respect, c'était autant de rappels cruels à la nouvelle réalité de Sunderland. Et la saison 2019-2020 a même vu le club enregistrer son plus mauvais classement de toute son histoire. Et chaque match perdu, chaque performance médiocre enfonçait un peu plus le clou dans le cercueil des espoirs de remontée rapide. Et c'est dans ce contexte de crise profonde, de désespoir quasi généralisé, qu'un nom a commencé à émerger à la fin de l'année 2020, celui de Kirill Louis Dreyfus. En décembre, Speakman, un dirigeant de Sunderland, a été nommé justement directeur sportif, suivi de Lee Johnson comme entraîneur, qui ont marqué une première rupture dans le club. Puis en février 2021, on a eu l'annonce officielle qui est tombée. Kirill Louis Dreyfus, alors âgé de seulement 23 ans, a acquis une participation majoritaire et est devenu le nouveau président du club de Sunderland. Et pour beaucoup, c'était une lueur d'espoir dans un tunnel obscur, un nom célèbre dans le monde du football, une jeunesse synonyme peut-être de nouvelles idées, d'une nouvelle énergie, mais le jeune héritier, puisque on parle là du fils de Robert Louis Dreyfus, le défunt euh, propriétaire de l'Olympique de Marseille, eh ben, ce jeune héritier arrivait aux commandes d'un navire en pleine tempête, un club qui sportivement tirait la langue, et puis financièrement était extrêmement fragile, malgré les apparences, et surtout moralement était atteint, puisque j'en parlais, c'est une communauté ouvrière qui est très attachée au club, et là, quand leur club va mal, eux aussi, les supporters allaient très très mal. Et la pression sur ces jeunes épaules, à ce jeune milliardaire, elle était juste immense. Parce que ce dont Sunderland avait besoin à ce moment-là, c'était pas d'un simple ajustement, ni même d'une simple reconstruction, parce que le club, il avait besoin d'une refondation totale. Il fallait repenser les structures, la philosophie de recrutement, la culture interne, le lien avec les supporters. Il fallait absolument tourner la page, non pas pour oublier le passé glorieux, mais pour se défaire des chaînes des échecs récents qui tiraient le club vers le bas. Et l'urgence, elle était absolument palpable. Il était absolument interdit de continuer sur la même trajectoire. Il fallait vraiment oser un changement radical, repartir d'une feuille presque blanche pour espérer un jour revoir la lumière. Et le chemin serait long, semé d'embûches, mais la première pierre d'un nouvel édifice, celui de la Renaissance, venait peut-être d'être posée avec l'arrivée de Kirill Louis Dreyfus. Alors je vous propose, maintenant qu'on a bien posé les bases, bien posé le cadre, et ben je vous propose qu'on se plonge dans l'histoire de Kirill Louis Dreyfus, le jeune héritier assez fou pour se lancer dans la reconstruction d'un club en ruine. Et surtout, on va essayer de voir comment sa vision et son approche à contre-courant des clichés, que je disais justement en introduction, et les clichés donc du foot moderne, ont permis à Sunderland de revenir au sommet, ou à minima, de revenir en première ligne. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Kirill, il est né avec le football dans le sang, puisque son père fut le propriétaire emblématique de l'Olympique de Marseille jusqu'à son décès, et sa mère, Margarita, conserve encore aujourd'hui une part du club phocéen. Kirill Louis Dreyfus aurait donc pu incarner l'image du jeune héritier, pressé par le temps, prêt à injecter des fortunes pour un succès immédiat. Mais son approche pour Sunderland, elle a été radicalement différente. Jim Rodwell, l'ancien directeur général de Sunderland, et témoin privilégié des négociations résume parfaitement la philosophie du jeune président. Il n'a jamais été question d'une famille riche qui jette de l'argent sur un club de football, il s'agissait toujours de construire quelque chose avec soin, de le développer organiquement et d'essayer d'être meilleur. Ça a toujours été le modus operandi de Kirill, fin de citation. Pas de dépenses somptuaires, donc pas de stars, sur le déclin au salaire mirobolant, la stratégie serait donc basée sur la patience, la construction méthodique et l'intelligence. Et cette maturité, elle détonnait avec son jeune âge, puisque l'une des grandes qualités soulignées par ceux qui l'ont côtoyé, c'est la capacité de Kirill à faire abstraction du bruit et à ne pas paniquer, parce qu'on le sait, dans le monde du football, c'est souvent un milieu hystérique où chaque défaite peut entraîner des surréactions, et la faculté à garder son sang-froid, à s'en tenir au plan établi malgré les turbulences, allait devenir un atout majeur pour le jeune président. Et Sunderland avait désespérément besoin de stabilité, d'une vision à long terme, et Louis Dreyfus semblait justement déterminé à leur offrir.
Alors bien sûr, son arrivée, elle s'est pas faite sans défi ni scepticisme. Sa jeunesse suscitait évidemment des interrogations, puisqu'en février 2022, il a été révélé que sa soi-disant participation majoritaire n'était en réalité que de 41%. Et ça a provoqué une certaine agitation parmi les supporters qui craignaient un manque de contrôle réel du club. Puis plus tard, il y a eu un faux pas maladroit, puisqu'il a redécoré un espace d'accueil aux couleurs du rival historique qui est Newcastle United, avant un match de FA Cup. Et ça a vraiment ulcéré la fanbase du club. Mais à chaque fois, Kirill, il a été capable de faire face. Et concernant par exemple cet incident sur les couleurs, eh ben, il n'a pas hésité à proposer et à présenter des excuses publiques. Et il a exprimé sa déception d'avoir déçu les fans. Et cette humilité, cette volonté d'apprendre de ses erreurs ont contribué progressivement à gagner la confiance des supporters. Parce que comme le souligne justement Rodwell que j'évoquais tout à l'heure, ses motivations étaient indubitables et il adore le football, c'est un fou de football, on l'a dit, il est né dans le football et il veut vraiment prouver aux gens qu'il est capable de redresser une situation et qu'il est capable de construire quelque chose de fort. Et peut-être aussi, et ça c'est l'élément le plus important dans l'histoire de Kirill Louis Dreyfus, c'est peut-être qu'il veut honorer l'héritage de son père. Et au-delà de la personnalité du président, c'est une stratégie de reconstruction qui est assez claire et qui est articulée autour de valeurs fortes qui ont été mises en place. Parce que le club a décidé d'adopter sous son impulsion un nouveau slogan qui est audacieux, créatif et travailleur en français. C'est des mots qui peuvent sonner un peu comme un jargon d'entreprise, mais qui, selon certains joueurs comme Luc Onin, le plus ancien de l'effectif, sont devenus des repères concrets affichés au centre d'entraînement et régulièrement rappelés aux joueurs. Il y a une identité que le propriétaire et ceux d'en haut, au sein du management du club, ont décidé de mettre en place, confirment les joueurs du club. Et cette identité, elle s'est déclinée notamment en trois piliers fondamentaux. Et là, on va rentrer vraiment dans la stratégie qui a été mise en place depuis l'arrivée de Kirill Louis Dreyfus au sein de Sunderland. Le premier pilier, c'était le recrutement intelligent et la jeunesse. C'est sans doute l'aspect le plus visible et le plus radical du changement du club. On en a fini avec les recrutements de grands noms en fin de carrière avec des salaires mirobolants. Sunderland a préféré opter pour un virage à 180 en se concentrant sur la détection et l'acquisition de jeunes talents, souvent âgés de moins de 24 ans, voire moins de 20 ans. On a des joueurs comme Chris Rigg, qui a été lancé à seulement 15 ans. On a Job Bellingham, le frère de Jude, qui lui est arrivé à 19 ans. On a Mayenda à 20 ans, ou encore Denis Sirkin et Trey Hume qui ont été recrutés à 19 ans et qui viennent illustrer justement cette politique. L'objectif, il était double, construire une équipe dynamique, affamée, avec des jeunes joueurs qui ont envie de prouver et de se faire un grand nom dans le football et d'aller signer dans un grand club à un moment donné, et de développer des actifs qui pourraient à terme prendre de la valeur sur le marché des transferts, ce qui va vraiment contraster avec les fardeaux financiers que représentaient certains joueurs lors de la relégation en 2017, comme Jack Rodwell ou Didier Ndong. Et cette stratégie, elle a été incarnée par des figures clés comme Speakman, qui est donc le directeur sportif qui a été nommé en 2020, dont l'expérience au sein du centre de formation de Birmingham City a été extrêmement fructueuse, et notamment son lien et sa connaissance avec la famille Billingham qui ont été précieuses. On a aussi Stuart Harvey, qui est le responsable du recrutement, qui a été fort de son passage au sein de Blackburn Rovers, qui est un club réputé en Angleterre pour le développement des jeunes joueurs. Et ce binôme-là, ensemble, il a été capable de remodeler l'effectif, il a été capable d'attirer des joueurs prometteurs, parfois en prêt, comme Callum Doyle, qui est de Manchester City, ou Amad Diallo de Manchester United, qui allait exploser sous les couleurs de Sunderland. Et le club a adopté ce que Speakman a appelé une mentalité de start-up agile et innovante dans son approche du marché du développement des jeunes joueurs, de détection des joueurs à potentiel. Et puis le second pilier mis en place, ça a été la durabilité financière, parce que l'ère Louis Dreyfus, elle a été marquée par une rupture avec les gestions financières parfois hasardeuses du passé. La prudence est ainsi devenue le maître mot, les salaires ont été maîtrisés pour correspondre aux standards de la Championship, et l'endettement du club, autrefois qui était un fléau, il a été considérablement réduit, et puis Sunderland a donc commencé à chercher à vivre selon ses moyens, ce qui est une gageure dans un championnat aussi compétitif et économiquement déséquilibré que la Championship. Et puis un élément central de cette durabilité, c'est le modèle de player trading qu'on connaît bien en Ligue 1, acheter jeune, développer et potentiellement vendre avec une plus-value pour réinvestir cette plus-value.
On a par exemple la vente de Jack Clark qui a été vendu pour 17 millions de livres après avoir été recruté pour moins d'1 million à Tottenham. C'est l'exemple parfait de ce modèle. Il y a aussi eu Tommy Watson qui a été vendu pour une somme à peu près de 10 millions d'euros à Brighton. Et ça a permis de fournir des liquidités au club tout en validant la stratégie de développement des talents. Alors ce modèle, il n'a pas toujours fait l'unanimité parce que certains supporters échaudés par le passé y ont vu une forme de frugalité, un manque d'ambition pour dépenser massivement. Mais pour d'autres, cette approche était attendue depuis longtemps et c'était la seule approche et la seule voie viable pour un club ayant connu de telles déconvenues financières malgré 10 années passées en première ligue. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est l'identité de jeu et les valeurs du club. Parce que parallèlement à la reconstruction de l'effectif et des finances, un travail a été mené pour redonner au club une identité de jeu claire et attrayante. Sous l'impulsion d'entraîneurs comme Tony Mowbray, Sunderland a commencé à développer un style de jeu qui a séduit les observateurs neutres, un style de jeu basé sur la possession, le mouvement et l'audace offensive. Et l'objectif, c'était de proposer un football excitant, en phase avec la jeunesse et le dynamisme de l'effectif. Et puis de redonner évidemment du plaisir aux supporters. Les valeurs audacieux, créatives, travailleurs n'étaient donc pas de vains mots, elles devaient se refléter sur le terrain, dans l'engagement des joueurs, dans leur volonté de progresser et dans leur adhésion au projet collectif. Cette approche, elle a allié la vision à long terme, une gestion saine et des ambitions sportives renouvelées. Elle a été lente, mais elle a vraiment commencé à porter ses fruits, ce qui a permis de changer la perception du club de l'intérieur comme de l'extérieur. Et Sunderland n'était plus le club moribond et sans âme des années de chute, il y a une nouvelle ère méthodique et pleine de promesses qui a été mise en marche. Et si Kirill Louis-Dreyfus a défini la vision et la stratégie globale de Sunderland, la traduction de ses ambitions sur le rectangle vert, elle a reposé sur les hommes d'un homme, au profil moins médiatique, mais dont l'impact fut tout aussi déterminant. Et on va abandonner pendant quelques minutes maintenant notre jeune milliardaire pour parler de Régis Lebris, puisque son arrivée, à l'été précédant la saison triomphale, donc l'année dernière, son arrivée, elle a pu surprendre, mais elle s'est avérée être une pièce maîtresse dans le puzzle de la remontée. Parce que lorsque le poste d'entraîneur principal s'est libéré, les rumeurs allaient bon train pour Sunderland. Et un nom revenait avec insistance, celui de Will Steele, qu'on connaît bien en France. Steele, il avait même visité discrètement les installations du club en baie, mais c'est finalement un autre francophone, Régis Lebris, qui a été choisi. Ça a été un choix qui a pu décontenancer certains observateurs parce que Lebris, il arrivait de Lorient, qui était un club qu'il venait de quitter après sa relégation en Ligue 2 française, et c'était pas exactement le CV étincelant que certains attendaient pour un club qui visait la première grille. Et pourtant, ce choix était loin d'être anodin. Le Brie, alors âgé de 48 ans et originaire de Bretagne, possédait une solide expérience dans la formation des jeunes joueurs, ce qui est un atout considérable pour un club qui a fait justement de la jeunesse de son fer de lance. Il avait aussi mené Lorient à une honorable 10e place en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023. Il avait su prouver là sa capacité à tirer le meilleur d'un effectif avec des moyens limités. Et puis surtout, il connaissait et adhérait à la réalité du projet de Sunderland. Pas de folie financière, un accent mis sur le développement interne et une politique de recrutement axée sur les joueurs de moins de 24 ans. Il arrivait donc pas avec des exigences démesurées, mais avec la volonté de s'inscrire dans la durée de la philosophie du club. Sa personnalité, elle contrastait avec l'image parfois exubérante de certains managers, puisqu'il est décrit comme une figure de proue assez discrète et modeste. Et Le Brie, c'est avant tout un travailleur acharné, un obsédé par le football. Bon, ça c'est un commentaire assez récurrent que je partage avec vous lors de mes analyses sur le leadership et les sportifs de très haut niveau. C'est un personnage qui est quand même calme, posé, qui est très stratégique, et il a su s'intégrer et s'immerger corps et âme dans sa nouvelle mission auprès de Sunderland, n'hésitant pas à enchaîner des longues journées au centre d'entraînement et laissant même sa famille en France pour se consacrer pleinement à Sunderland. Et cette dévotion, ce professionnalisme, il s'est rapidement imposé au sein du club et il a forcément imposé le respect. Et vous voyez, Le Brie, en faisant ça, il a donné l'exemple et c'est à travers l'exemple qu'il a su aussi embarquer les gens autour de lui. Et si un mot devait résumer la philosophie de Régis Le Brie, ce serait justement le mot de connexion. Une connexion qu'il a cherché à tisser à tous les niveaux par le biais du travail, entre les joueurs eux-mêmes, entre l'équipe et le staff, et puis bien sûr entre le club et ses fervents supporters. Luc Onin, donc le joueur le plus expérimenté de l'effectif, comme je disais tout à l'heure, confirme, c'est probablement la chose la plus importante à propos de cette équipe. C'est un mot que nous utilisons dans les causeries d'équipe, le mot connexion. Et pour Le Brie, la force du collectif va largement primer sur les individualités.
Sur le plan tactique, il a apporté une approche structurée, souvent basée sur un système en 4-3-3. Et le Brie, il va miser essentiellement sur des triangles de jeu sur les côtés qui vont impliquer l'arrière latéral, l'ailier et le milieu relayeur, le numéro 8, avec le milieu défensif, en agissant comme liant. Et tout est une question de triangle dans sa tactique de jeu, des triangles partout, c'est ce que disent ces joueurs. Et ces fameux triangles auraient simplifié les choses selon les joueurs de Sunderland. Et cette clarté tactique, combinée à l'ajout progressif de nouvelles couches de complexité, a permis aux joueurs de bien comprendre leur rôle et les attentes du coach. Régis Lebris, c'est aussi un coach qui va beaucoup travailler sur de l'analyse. Et ça, c'est une composante essentielle de sa méthodologie. Quand il est arrivé, Lebris il avait déjà sur son ordinateur pas moins de 8 matchs de chacun des joueurs de Sunderland et il les avait décomposés en clips. Et puis, il avait dit aux joueurs, j'ai des séquences vidéo, je veux que tu progresses sur ça, sur ça. Et ça, c'était même avant qu'il arrive officiellement au club. Et ça a été un élément qui a permis à certains joueurs, et notamment à Ounin, d'adhérer directement à la vision de l'entraîneur et à sa détermination. C'est la preuve qu'il a une préparation minutieuse, qu'il a une attention extrêmement forte au niveau des détails, et ça montre que c'est un entraîneur aussi qui va rien laisser au hasard. Il n'est pas arrivé en terrain conquis, il a d'abord observé, il a appris, il a fait ses recherches, et puis après il a commencé à implémenter ses idées progressivement, couche par couche. Et son approche, elle a naturellement favorisé le développement des jeunes joueurs qui ont vu leur progression s'accélérer sous sa houlette. Mais c'est l'amélioration collective qui a été la plus frappante parce que Régis Lebris, il a su insuffler une discipline tactique tout en encourageant l'expression individuelle dans le cadre du collectif. Et lorsque la situation l'exigeait, il n'hésitait pas à faire preuve d'audace, comme en témoigne sa décision de terminer la finale des playoffs avec une formation ultra offensive en 4-2-4. Ça a été un pari qui s'est avéré payant de manière assez spectaculaire. Puis il faut aussi souligner que gérer le plus jeune effectif de Championship, c'est pas forcément une sinécure. Ça demande un encadrement spécifique, une patience et une pédagogie assez adaptée. Et le Brie, il a su trouver le bon équilibre en responsabilisant ses jeunes pousses tout en s'appuyant sur l'expérience de certains cadres et notamment de son capitaine Dan Neil. Et ce dernier, qui malgré ses 23 ans, ça reste extrêmement jeune, mais il comptait pas moins de 200 aspirations déjà en équipe première, et donc il a déjà une expérience précieuse au sein du groupe. Et puis bien sûr, la saison n'a pas été un long fleuve tranquille, l'équipe elle a connu des périodes de doute, notamment une série de 5 défaites juste avant les playoffs qui auraient pu faire dérailler la saison, et c'est dans ces moments difficiles que la solidité du travail de Lebris et la force mentale du groupe se sont révélées. Dan Neil, il explique que quand ils ont eu cette mauvaise passe à la fin de la saison, ils ont eu une réunion pendant laquelle ils ont échangé et se sont rendus compte qu'ils avaient perdu tout ce qui les avait portés tout au long de la saison, qui leur avait permis de mener en tête du championnat, et ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement recommencer à faire ce pourquoi ils avaient été bons. Et ce retour aux fondamentaux, parce que des fois, quand on est dans la difficulté, il suffit de revenir aux choses simples, il ne faut pas faire des choses compliquées. Bah, ce retour aux fondamentaux, à la structure et aux principes de jeu qui ont été inculqués par le Brie, bah, ça a permis à Sunderland de se remobiliser au meilleur des moments. Et puis l'éclosion de jeunes talents comme Tommy Watson, qui a été l'auteur du but décisif à Wembley, ou la confirmation de Mayenda, qui a été aussi buteur en finale, sont aussi le fruit du travail de développement qui a été mené par l'entraîneur français et de son staff. Et la continuité des relations sur le terrain, malgré la jeunesse de l'ensemble, a été un facteur clé. Ça a été un facteur clé qui a créé un lien entre les différentes générations de joueurs. Un autre élément important qui concerne la personnalité de Régis Lebris, c'est qu'il n'a pas cherché à tout révolutionner en balayant le travail de ses prédécesseurs. Et ça a été aussi apprécié par les joueurs, mais aussi parce que Lebris, il a apprécié, il a pris en compte l'histoire du club, des joueurs, avec les anciens managers. Il a reconnu le travail de ce qui avait été construit auparavant, que ce soit les structures mises en place par d'autres coachs ou la capacité de certains entraîneurs à responsabiliser certaines personnes ou certains joueurs. Et cette intelligence situationnelle, cette capacité à s'appuyer sur l'existant tout en y ajoutant sa propre touche, a été l'une des grandes forces de Régis Lebris, qui a été l'architecte patient et discret qui a su assembler les pièces du puzzle pour bâtir une équipe capable de surmonter tous les obstacles et de réaliser l'impensable, ramener Sunderland en première ligne. Un travail de l'ombre peut-être, mais dont l'éclat a finalement illuminé Wembley. Et voilà donc Sunderland, contre toute attente pour beaucoup au début de saison, de retour en première ligne. C'est un accomplissement qui survient
en avance sur le calendrier fixé par Kirill Louis Dreyfus qui avait évoqué un retour dans l'élite dans les 5 ans suivant l'acquisition du club. L'objectif est atteint avec une rapidité qui témoigne de la qualité du travail accompli à tous les niveaux. Et plus qu'une simple promotion sportive, ce retour a représenté une véritable catharsis collective pour les milliers de supporters qui avaient vécu tous ces moments difficiles et bien plus encore depuis la chute de 2017. Les larmes de joie qui coulaient sur les visages des 40 000 fans présents dans la partie ouest de Wembley n'étaient pas feintes. Elles racontaient des années de frustration, de déception, mais aussi d'une loyauté qui a été jamais démentie. Le chemin parcouru, difficilement, parfois même à quatre pattes, rendait ce moment si spécial. Et la victoire contre Sheffield United n'était pas une explosion volcanique comme contre Coventry, mais plutôt une libération émotionnelle profonde. Et puis on a la phrase lâchée par un Job Bellingham extatique qui pointait l'écution sur sa poitrine face aux fans en délire, qui résume parfaitement l'émotion brute et la fierté retrouvée. Fucking Premier League, comme dirait-il. Mais vous m'excuserez mon accent, j'ai vécu uniquement au Pays de Galles, moi. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise ça, les supporters, après tant d'épreuves. Et Sunderland était de retour là où ses supporters estiment qu'il doit être. Le club avait été remodelé, ravivé et avait dépassé toutes les attentes. Et ce triomphe, c'est pas seulement la victoire d'une équipe, mais c'est celle aussi d'une vision, d'une stratégie et d'une ville entière qui n'avait jamais cessé de croire. Le retour triomphal de Sunderland en Première Ligue, c'est bien plus qu'une simple épopée sportive, c'est une véritable masterclass en matière de redressement. C'est une source d'anciennement qui transcende largement les pelouses du foot, parce que les principes qui ont guidé cette renaissance spectaculaire peuvent éclairer quiconque est confronté à l'adversité, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans la gestion des projets, ou même sur un plan plus personnel. Alors, quelles sont les leçons fondamentales qu'on peut tirer de ce parcours de Sunderland? Je vais faire une rapide synthèse. Premièrement, l'impératif d'avoir une vision claire et la vertu de la patience de la part des dirigeants. Et ça, c'est l'arrivée de Kirill Louis Dreyfus qui a fait toute la différence. Deuxièmement, l'élaboration et l'exécution rigoureuse d'une stratégie cohérente. Parce que Sunderland n'a pas seulement rêvé son retour, le club l'a planifié. Et ça a commencé par une chose très simple, par un slogan. Le slogan audacieux, créatif, travailleur, qui s'est traduit par des actions concrètes, un recrutement intelligent axé sur la jeunesse, une gestion financière prudente qui a visé la durabilité et le développement d'une identité de jeu. Troisièmement, l'importance d'un leadership adapté sur le terrain et un personnage en exemplarité comme Régis Lebris qui a été l'homme capable de mettre en musique la stratégie voulue par les dirigeants de Sunderland. Et puis sa capacité tactique, sa capacité à travailler avec les jeunes, à les développer et surtout sa philosophie de connexion des talents ont permis de créer un environnement propice à la performance. Il a su manager ses équipes tout en alliant l'exigence, la bienveillance et l'a prouvé qu'un leader n'avait pas besoin d'être le plus charismatique ni d'être le plus exubérant pour être le plus efficace. Et puis quatrièmement, on a la création d'une culture de club forte, donc cimentée par des valeurs partagées, c'est le fameux slogan que je partageais tout à l'heure, mais ces valeurs, elles ont imprégné le quotidien du club et ça a guidé les décisions et les comportements et ces valeurs, elles étaient importantes dans les moments les plus difficiles, puisque ça, c'est le cinquième pilier, la cinquième leçon de cette vidéo. C'est la résilience et la capacité à apprendre des échecs, parce que le chemin de Sunderland vers la Première Ligue n'a pas été une ligne droite. Il y a eu des défaites cuisantes, il y a eu des périodes de doute, des critiques, mais à chaque fois, le club a su analyser, ajuster et rebondir, ce qui a permis de transformer les obstacles en opportunités de progression. Et puis, sixièmement, c'est le dernier point, l'entretien vital d'une connexion profonde avec sa base, et sa base, le cœur de Sunderland, c'est ses supporters. Et Sunderland a compris que sa force résidait aussi dans la passion indéfectible de ses fans, et en redevenant une équipe digne de leur soutien, en communiquant avec transparence, le club a renforcé un lien essentiel qui a joué un rôle moteur indéniable dans les moments cruciaux, et notamment dans les matchs clés durant les playoffs. Et ces leçons, vous le voyez, ne sont pas des leçons exclusives au monde du football. Imaginez une entreprise en difficulté, imaginez-vous dans des projets en difficulté. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une vision claire de la part de votre direction, ou est-ce que vous n'avez pas besoin vous-même d'insuffler une vision claire auprès de vos équipes? Est-ce qu'une stratégie de redressement bien pensée, de manière collaborative peut-être ou pas, est-ce qu'un management capable de mobiliser ses équipes, c'est pas le meilleur moyen d'aller chercher la performance et d'installer aussi une culture positive? Et pensez à des projets personnels ambitieux. Et ben voyez, par exemple, la chaîne YouTube, pour moi, c'est un projet perso un peu ambitieux. Et ben, j'y mets de la patience.
J'y mets de la résilience parce que des fois les vidéos elles bident et peut-être que celle-ci elle va bider. Et puis face aux obstacles, face aux échecs, j'essaye de retenir les leçons. Et ça, c'est aussi ce qu'on observe dans notre quotidien. Et le club de Sunderland, c'est une énième illustration de tout ça. Et l'histoire de Sunderland, elle montre avec force qu'aucune situation, aussi désespérée soit-elle, puisque le club était presque donné pour mort, bah, aucune situation n'est immuable. Et avec une vision éclairée, une stratégie judicieuse, un leadership compétent, des valeurs fortes et une bonne dose de persévérance, il est possible de renverser la vapeur, de transformer le chaos en succès et de faire taire les sceptiques. C'est peut-être là la leçon la plus universelle et la plus inspirante de cette histoire incroyable, et c'est de cette renaissance. Si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie grandement. Je t'invite à partager, à t'abonner. Et puis, si tu as d'autres éléments à apporter, n'hésite pas à commenter. Voilà. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.